obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec Mme Levesque et on continue notre discussion d'hier à propos du paro. Et aujourd'hui, on aimerait savoir comment vous appuyez les femmes entrepreneurs en ce moment de crise. Oui, d'accord. En ce moment, notre rôle change un petit peu parce que là, on commence à parler de reprise et de réouverture, mais depuis le début, on est en contact avec les femmes partout en Ontario et on les aide. D'abord, au début, c'était vraiment de les aider à comprendre quelle aide était disponible à eux, quels étaient les défis qu'elles rencontraient. Et puis, on prenait le pouls toutes les semaines auprès de nos clients pour savoir quelles sont les difficultés qu'elles rencontraient pour accéder à l'aide qui était annoncée. D'abord, un peu se retrouver dans tout ce qui était là. Et puis, la fondatrice de Paro, Rosalind Lockyer, à toutes les semaines, avait des contacts avec le monde politique pour rapporter un peu ce que nous, on trouvait sur le terrain. Et puis, on a vu des changements dans les programmes, des élargissements, de la simplification suite à ce que nous, on ramassait comme information sur le terrain. Et puis, concrètement, avec les femmes, c'est de les aider à appliquer, simplifier la vie aussi pour comprendre à quoi elles sont éligibles. Et puis, depuis quelques semaines, on commence à se tourner d'abord un peu plus vers de quoi la reprise va avoir l'air et puis quels sont les pivots stratégiques qu'elles peuvent prendre pour s'assurer qu'à long terme, leur entreprise va continuer de grandir et être viable. Si on pouvait relever 2 grands défis auxquels les femmes font face, vous diriez que c'est quoi comme défi? Les grands défis à court terme, c'est vraiment, surtout pour celles qui ont des locaux commerciaux, c'est un point qui fait mal. C'est pas tous les propriétaires immobiliers, les gestionnaires immobiliers de locaux commerciaux qui se prévaloient des programmes. Alors, c'est pas tout. Les entrepreneurs, hommes ou femmes, là, avec des locaux commerciaux puis qui peuvent avoir accès à ça. Alors ça, c'est vraiment là où ça fait très mal présentement. Ensuite, c'est de voir Ensuite, c'est de voir à plus long terme quels sont les pivots stratégiques à prendre pour faire face à la musique, parce qu'on se doute bien que c'est pas la première pandémie qu'on va voir. Il va peut-être en avoir d'autres. Puis on va probablement aussi danser entre le confinement, déconfinement pendant un bon moment. Alors, c'est pour voir comment réduire l'impact, puis aussi de voir ça comme une opportunité parce qu'en fait, il y a beaucoup de nos clients qui ont une entreprise avec un marché local ou régional qui, là, tout à coup, quand elles commencent à penser à amener leur entreprise dans un autre modèle d'affaires, qui vraiment étendent leurs horizons. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire avec elles, de voir comment elles peuvent adapter leur modèle d'affaires pour non seulement survivre la crise, mais sortir de la crise plus forte qu'avant, en fait. Est-ce que vous faites ça au travers de formations ou c'est juste des appels 1 à 1 pour... Parce que je suppose que chaque entrepreneur, je parle des femmes, là, a son souci particulier à elle-même, là. Oui. Alors, on fait ça de toutes sortes de façons. Il y a des ateliers. C'est souvent la porte d'entrée. Et puis, suite à l'atelier, on fait le suivi avec les femmes. On les contacte un à un, une à une. Et puis là, on travaille de manière beaucoup plus étroite et personnalisée avec elles pour définir c'est quoi le pivot stratégique qu'elles vont faire et puis de quoi ça va avoir l'air, quel genre de financement elles ont besoin,
Puis on les aide d'abord à définir c'est quoi le pivot. Ensuite, s'ils ont besoin de financement, on les aide à aller chercher le financement. Et ensuite, ça va jusqu'à l'exécution, là. On travaille avec elles aussi longtemps qu'elles veulent qu'on travaille avec elles, en fait. En tout cas, c'est un beau travail que vous faites. Je pense que si les femmes veulent avoir accès à vous, c'est juste sur votre site web qu'il y a toutes les informations, c'est bien ça? Oui, paro.ca. Paro.ca. Merci beaucoup, Madame Levesque, et sûrement on va se parler une prochaine fois. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Alors, pour vous à la maison, vous êtes entrepreneur, vous femmes, ou même si vous pensez à développer un modèle à faire, le PARO, c'est un organisme pour les jeunes femmes entrepreneurs, pour les femmes en général entrepreneurs. Si vous avez besoin d'un tout petit coup de pouce, www.paro.ca, c'est le site web à visiter. Vous savez, on est dans le mois de la communication et on va parler de ça durant la prochaine heure. Donc, aujourd'hui à l'émission avec Roxane Bélanger, mais juste après la pause, on parle d'un super beau programme intitulé « Pas bien chez soi, Ottawa ». Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec Madame Lafrenière du Centre de ressources de l'Est d'Ottawa. Et je suppose que, comme bien d'organismes, là, vous avez dû basculer dans les services en ligne. Oui, absolument. Pendant le début de cette pandémie, on a dû s'ajuster assez rapidement à pouvoir offrir des services en ligne et s'assurer qu'on continue à répondre aux besoins de toute notre clientèle. Et puis, les gens qui nous regardent peuvent se dire, là, moi, je sais un peu, parce que je pense j'ai déjà discuté avec un de vos représentants, ou peut-être même vous, je sais un peu quels sont les services qui sont offerts, mais pour les gens qui vous entendent pour la première fois, c'est quoi les différents services que le monde peut avoir chez vous? Plus particulièrement, aujourd'hui, on voulait jaser de notre programme de violence faite aux femmes et le service qu'on a pu faire en partenariat avec la coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes, y compris Maison Intervalle et Service aux victimes d'Ottawa. Et c'est un service qu'on appelle Pas bien chez soi à Ottawa. Alors, c'est un service de clavardage et de texto où les dames ou les personnes qui sont en situation de violence et d'abus peuvent continuer à accéder des services de soutien à travers de ce portail-là. C'est vrai que quand la crise a débuté, on était plus focus sur la pandémie, il faut rester à la maison et tout. Et du coup, je pense que deux semaines après, 10 jours, là, ça commençait à cliquer dans la tête du monde. OK, mais il y a des femmes qui ont l'habitude de subir des violences, que ce soit physiques ou même sexuelles. Et bien, elles sont enfermées avec les bourreaux, si je peux les appeler ainsi, à la maison. Comment on essaie de les aider? Et puis, je pense que c'était un gros défi pour tous les partenaires que vous avez eus pour travailler sur ce projet.
Effectivement, on a vite réalisé que le nombre d'appels, autant à la police d'Ottawa et nos services, nos lignes de crise, avait diminué de façon importante. Et on a dû s'ajuster assez rapidement et on était très inquiète au niveau de l'augmentation des nombres de dames ou de personnes qui vivaient dans des situations de violence. Alors, on a pu vraiment mobiliser des intervenantes sur une ligne ou le clavardage. Et ce fut vraiment une opportunité où les personnes peuvent accéder de façon sécuritaire des plateformes non traçables, des services essentiels, des plans de sécurité, des mécanismes pour pouvoir savoir où aller trouver des ressources importantes. Ces personnes-là n'avaient plus les plateformes ou les ressources à leur disposition comme des collègues de travail, des professeurs d'école, des voisins, des amis. Alors, c'était vraiment important qu'on utilise nos médias sociaux, nos mécanismes de partage d'informations pour pouvoir s'assurer que les gens sont au courant de cette plateforme qui est disponible pas bien chez soi à Ottawa. Quand j'ai vu le communiqué, parce que je pense que votre campagne, vous l'avez commencé il y a bientôt un mois là, sur ce nouveau programme, je trouve ça très intéressant que, en tout cas, toute la technique autour de ce programme-là soit sécuritaire. C'est-à-dire que la femme peut être en confiance quand elle va peut-être sur son ordinateur faire une recherche, clavarder avec quelqu'un, il n'y a pas de traces. Donc ça, c'est important qu'elle le sache pour qu'elle n'ait pas peur d'aller chercher de l'aide. Effectivement. Il y a deux plateformes. Il y a le texto et le clavardage en ligne. Tous les deux sont très sécuritaires. Le clavardage est tout le temps, il y a tout le temps un élément additionnel de barème de sécurité. Alors, c'est tout le temps, c'est deux plateformes qui sont disponibles. Oui, effectivement, comme mentionné, ça fait un mois aujourd'hui qu'on a lancé l'offre de ce service-là. On a déjà au-dessus de 200 textos et de clavardage qui ont été répondus. Alors, effectivement, ça démontre un besoin important d'offre de service. Oui, un clavardage sécuritaire et solidaire, c'est vraiment important que les personnes qui utilisent le service savent qu'il n'y a aucune capacité de pouvoir retracer l'information une fois qu'elles ont fini la conversation. Oui, ça, je pense que c'est important qu'elle le sache là pour qu'elle puisse aller chercher de l'aide. Je sais que, comme vous, au Centre de ressources de l'Est d'Ottawa et puis d'autres organismes, bien évidemment, quand les femmes ont un besoin en temps normal, elles peuvent aller cogner à votre porte, rencontrer quelqu'un, un conseiller, un spécialiste pour discuter. Mais en temps de crise, où est-ce qu'on pratique la distanciation physique, comment vous organisez ça? Bon, la dame, elle est un peu mal prise à la maison avec son bourreau, je le dis comme ça. Elle a besoin d'aide. Elle contacte soit par clavardage ou par téléphone. C'est quoi la procédure qui suit tout ça? Vraiment, on regarde dans un système de services auprès des femmes et les femmes qui sont victimes de violences, on regarde tous les mécanismes comme un continuum dans les services. Le textage, le clavardage, les appels, les rencontres. On essaie vraiment à primordial, c'est s'assurer qu'il y a un plan de sécurité. Si on voit que la dame ou la personne a vraiment besoin de sortir de la maison, on va mettre des choses en place pour s'assurer qu'elles doivent le faire de façon sécuritaire. On va impliquer nos partenaires de la police d'Ottawa. On va regarder avec elles quels sont les éléments à sa disposition. On veut vraiment aller au rythme de la personne tout en s'assurant qu'elle et ses enfants sont en sécurité. Alors, on veut vraiment que les personnes sachent que c'est pas juste une solution, il n'y a pas juste un mécanisme, il y a vraiment toute une équipe qui est capable de travailler avec la personne où elle est rendue dans son cheminement et s'assurer qu'elle en sort de façon sécuritaire. Parce que j'ai discuté aussi plusieurs fois avec des organismes qui travaillent contre la violence faite aux femmes, là, et j'avais bien compris le fait que la violence physique, elle commence pas tout de suite là, quand il y a un souci. Ça commence toujours par la violence psychologique. Et c'est là qu'au fur et à mesure des paroles, un jour, on arrive aux mains. Donc, si les femmes se sentent inconfortables, par exemple, avec le conjoint ou bien, je sais pas, à la maison, là, qu'elles ont besoin d'un soutien, ça, c'est bon de savoir que pour pas arriver à la ligne de la violence physique, si vous pouvez vous en sortir maintenant, je pense que c'est le moment de vous appeler aussi. Il ne faut pas dire non, j'ai pas été tapée, j'ai pas été abusée sexuellement, il n'y a rien de grave. Non. Absolument. Aussitôt que tu te sens dans une relation où il y a une inéquité au niveau de la relation, il y a une inéquité au niveau du pouvoir, que tu te sens vraiment pas bien dans qui tu es, dans cette relation-là,
appelez-nous, textez-nous, envoyez-nous un message. Des fois, c'est important de juste valider qu'est-ce qu'on ressent. C'est pas mal de juste venir voir et s'assurer qu'on valide comment on se sent dans des situations comme ça. Alors, tous les mécanismes possibles, même si tu as un voisin ou une famille, même si c'est une nièce ou un ami que tu penses peut-être qu'elle est dans une relation qui n'est pas saine, appelez-nous, textez-nous, venez voir, poser la question. Il ne sera jamais trop tard. Il ne faut pas qu'on attende qu'il soit trop tard pour s'assurer que les personnes ont les services quand elles en ont besoin. Je vais juste faire sûr que j'ai bien compris ce que vous avez passé comme message tout à l'heure. Donc, même si on n'est pas le ou la concerné, qu'on a un cousin, un ami qui vit des situations de ce genre-là, on peut nous aussi appeler pour savoir exactement si notre amie, elle est vraiment mal prise ou pas. Dans ces petites situations ici et dans toutes les situations, pandémie ou pas, si vous avez un sentiment que quelqu'un n'est pas en sécurité, on est tous des alliés pour arrêter la violence. Alors, appelez-nous, vérifiez. Vous êtes les yeux et les oreilles pour ces personnes-là. Si vous avez un doute ou une inquiétude, vérifiez, appelez-le, textez-le, voir avec elle si elle vous donne permission, mais aussi juste valider votre pressentiment aussi. Toute personne est incluse dans la solution pour lutter contre la violence faite aux femmes. Alors, c'est quoi les disponibilités, les heures, je devrais dire, de disponibilité de ce programme-là? Je sais qu'il est ouvert 7 jours sur 7, mais je n'ai pas trop les heures. Oui. Pas bien chez soi, la plateforme de texto et clavardage est disponible de 8h30 le matin jusqu'à minuit, 7 jours sur 7. Pour le moment, de minuit à 8h30 le matin, le service n'est pas disponible, mais les lignes de crise locales leur sont, les lignes provinciales. Alors, c'est d'autres mécanismes possibles. Merci beaucoup, Madame Lafrenière, à vous et à tous les partenaires qui ont travaillé sur ce projet pour les femmes. Bonne journée à vous. Merci. Merci pour l'opportunité de partager l'information. Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai déjà à texter si vous vous sentez mal pris au 613-704-5535 ou bien même, clavarder en ligne à pasbienottawa.ca. On va prendre une pause et juste après, on va découvrir les finalistes du prix Trillium des éditions Interlignes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Lisanne, vous devez être très content aux éditions Interlignes. Vous avez 3 finalistes au prix Trillium. Félicitations.
Merci beaucoup. Oui, on est vraiment très contents, on est choyés, je pense qu'on peut le dire. 2 finalistes dans la catégorie prix littéraire, puis 1 finaliste dans la catégorie prix de poésie. Donc, c'est vraiment une grosse année, malgré le fait que, évidemment, on sera pas, il y aura pas de cérémonie, hein, comme d'habitude là à Toronto, en fait. Mais c'est ça. J'avais envie donc de vous parler. Parce qu'on en a 3, comme tu dis. On a Aristote Kavungu, qui a, avec Mon père Boudarel et moi, qui est un roman, qui lui est finaliste au prix littéraire. Il y a Claude Guillemin, qui est un dramaturge de Toronto, qui lui a signé americandream.ca. En fait, on avait déjà publié les 2 premières parties de cette pièce-là, mais là, c'est vraiment l'intégrale de la pièce, donc la trilogie en un seul livre qui se retrouve finaliste aussi au prix littéraire. Puis il y a Fragment de ciel de Daniel Groslo-Landry, qui lui est finaliste pour le prix de poésie. Daniel Groslo, qui est quelqu'un, un artiste de la région d'Ottawa, qui est autant auteur, compositeur, interprète là, que poète. Je voulais vous parler d'un des titres parce que je me suis dit, je vais en garder 2 pour la semaine prochaine, qu'on en parle à fond. De Claude Guillemin puis de Daniel Groslo-Landry, d'autant que Daniel, il va avoir un événement aussi la semaine prochaine, donc je pourrais vous en parler en même temps, ça serait super. Fait que je me suis dit que j'allais me concentrer sur Mon père Boudarel et moi, d'Aristote Kavungu, qui est un court roman qui vraiment se lit tout seul. Hein. Si vous plongez dedans, là, ça va se lire en une soirée, 2 journées peut-être maximum. C'est une histoire assez intéressante parce que c'est dans le fond un jeune homme qui, quand il était jeune, son père, donc lui il vient du Congo, son père a été amené dans un camp de torture à Stanleyville. Donc ça, c'est dans les années 60, si je ne m'abuse. Et là, il est donc le retour à la maison et il raconte l'histoire de qu'est-ce qu'il a vécu dans ce camp-là, quelle horreur il a vécu dans ce camp. Et là, son fils, jeune garçon, petit enfant, écoute aux portes le récit de ce récit, de ce cauchemar-là. Et puis là, ça va un peu, évidemment, le traumatiser de savoir ce que son père a enduré, parce qu'à ses enfants, il a dit qu'il était parti en voyage, il n'a pas vraiment dit la vérité. Fait que là, il apprend la vérité, puis c'est très dur pour lui. Et puis là, Boudarel, là-dedans, le Boudarel du titre, c'est Georges Boudarel, qui, lui, est un Français qui était en Indochine, pendant la guerre d'Indochine, qui dirigeait un camp là-bas aussi. Donc, un autre camp qui n'est pas au Congo, mais qui était en Indochine, qui est le camp 113, puis qui a été connu parce qu'il y a eu des atrocités aussi qui se sont commises dans ce camp-là pendant la guerre. Et Georges Boudarel a été considéré comme un criminel de guerre, en fait. Par rapport à ça. Donc là, Emmanuel, qui est le garçon qu'on a rencontré au début, dont le père a été torturé au Congo, lui va faire ses études à Paris. Et puis, par hasard, il va pour appeler quelqu'un dans une cabine téléphonique. Et puis là, il y a un portefeuille, et c'est le portefeuille de Georges Boudarel. Il se demande, est-ce que c'est le Georges Boudarel, criminel de guerre? Il l'appelle pour lui dire « J'ai votre portefeuille, mais j'aimerais ça vous rencontrer, tu sais. » Et puis là, c'est vraiment intéressant parce que c'est un dialogue. Georges Boudarel va venir, va lui parler. Fait que ça devient, c'est ça, un dialogue sur l'humanité de quelqu'un. Comment est-ce qu'on se rend à un point où on va aller aussi loin dans l'horreur? Comment est-ce qu'un homme qui simplement, qui est dans un contexte de guerre, on comprend, mais va quand même perdre l'humanité en lui puis devenir un bourreau, devenir quelqu'un qui va faire souffrir les gens volontairement puis qui va faire créer la mort finalement sur son passage. Donc là, les deux s'installent à un banc de parc, ils vont discuter pendant, je sais pas, 30 minutes, mais tu sais, c'est très, très intéressant les échanges qu'ils ont, puis de la façon qu'Emmanuel, lui, essaie de comprendre, parce que pour lui, c'est une façon un peu de venger la mémoire de son père, même si son père n'est pas allé dans le camp de Georges Boudarel, mais au fond, ça se rejoint quand même ce qu'il a vécu. C'est un peu similaire à ce que les gens ont vécu dans ce camp-là en Indochine, au Vietnam. Donc, ça remue des choses en dedans de nous, ça nous fait voir qu'on n'est pas très loin des fois de l'horreur et de devenir un monstre. Puis aussi le fait que des histoires comme ça dans la famille, des blessures que nos parents ont vécues, nos grands-parents ont vécues, on les porte longtemps, puis
Donc, c'est comme de faire la paix avec ça, puis de confronter quelqu'un qui a comment dire, est tombé du côté sombre de la force, si on veut. Donc, fait que c'est très court. Il décide de se revoir par la suite, puis finalement, Boudarel ne se présente même pas au rendez-vous, puis il laisse le jeune homme Emmanuel avec ses questions qui restent sans réponse. Puis à la fin, ben, Emmanuel décide d'écrire à son père pour essayer de lui expliquer ce que Boudarel lui a dit, puis de ce qu'il en a tiré, puis de faire un peu la paix, ou en tout cas d'arriver à un certain apaisement, une certaine paix peut-être par rapport à ce qui est arrivé dans sa vie. Donc, c'est vraiment un livre qui suscite la réflexion, les questions, qui est bien écrit vraiment, puis je trouve que c'est intéressant la façon que c'est fait. C'est juste un face-à-face. Il faut aller chercher loin, en fait, pour écrire un roman de même. Il faut vraiment aller loin, en fait, dans la réflexion, je veux dire. Exactement, on sent qu'il y a vraiment une grande réflexion de l'auteur, puis que c'est des questions fondamentales, dans le fond, qui sont posées dans le cadre de quelque chose qui a l'air très ordinaire, un face-à-face entre deux personnes sur la rue, mais finalement que ça va tellement plus loin, puis que ça a tellement d'importance aussi pour le personnage principal. Donc, c'est ça, je dirais une réflexion sur l'horreur, sur l'humanité, sur la monstruosité et sur la guerre aussi, évidemment. Fait que ça, c'est un de nos finalistes. Alors, on croise fort les doigts. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On croise 3 fois les doigts aussi. Puisque tu as dit que tu voulais juste parler de ce roman, juste ce roman aujourd'hui et les 2 autres pour la semaine prochaine, c'est quand on va avoir les lauréats, en fait? Les lauréats vont être annoncés le 17 juin. Ça va être en ligne. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Fait que c'est dans un mois. Oui, c'est ça, un mois. Puis donc, les lauréats, ça va être différent cette année parce que, évidemment, à cause de la COVID. Mais c'est sûr que je vais vous en reparler si jamais on a une émission à ce moment-là. Mais je voulais aussi... Fait que je vous reviens la semaine prochaine avec les 2 autres. Puis en attendant, j'aimerais aussi vous parler d'Hélène Kostchelniak, dont j'ai déjà parlé un petit peu, qui a fait paraître le roman Génération Sandwich récemment chez nous. Et c'est qu'elle va être... parce qu'il y a l'Association des auteurs de l'Ontario français, qui est basée à Ottawa, qui organise des rencontres habituellement, un peu partout en Ontario, pour des rencontres avec des auteurs. Mais là, évidemment, dans le contexte présent, là, ils ont décidé de faire ça par l'entremise de Zoom. Donc, c'est vraiment le fun parce que des auteurs qui sont comme Hélène dans le nord de l'Ontario, à Kapuskasing, bien là, on peut les voir par l'entremise du web. Là, on n'a pas besoin de se déplacer comme avant on devait. Fait que c'est vraiment une belle occasion d'assister à des rencontres. Puis là, bien, on a Hélène Kostchelniak qui va être en discussion à cet événement-là qui s'appelle La Croisée des mots le 20 mai prochain. Et il suffit d'aller, dans le fond, sur Facebook. Il y a l'événement Facebook La Croisée des mots avec Hélène Kostchelniak. Et il faut s'inscrire parce qu'ensuite, après, on va vous envoyer un lien Zoom pour pouvoir rejoindre la conversation le 20 mai à 7h. Et je pense que ça peut être... En tout cas, Hélène est vraiment, vraiment intéressante. Son roman Génération Sandwich, là, je suis en plein dedans et puis c'est excellent. Ça parle des relations familiales, ça parle des proches aidants, ça parle d'un adolescent qui souhaite, qui est une fille, mais qui pense qu'elle est un garçon, puis elle veut changer de sexe. C'est toutes des questions d'actualité, mais traitées avec tellement d'habileté, d'empathie. Tu sais, Hélène, elle est excellente, puis ce qui est le fun, c'est que les narrations varient, donc on passe dans la peau, justement, de l'adolescente à une personne âgée qui souffre d'Alzheimer, probablement, à une proche aidante de comme 50 quelques années. Donc, tu sais, on se met vraiment dans la peau de tout le monde, puis c'est très, très réussi, c'est vraiment bon. Fait qu'elle va discuter de ça, mais elle va discuter aussi de ses autres livres. Par exemple, son dernier recueil de nouvelles qu'elle a publié avec nous aussi, qui avait gagné des prix. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, ça promet d'être une belle, très, très belle rencontre. Donc, je vous invite à vous inscrire sur Facebook. Merci beaucoup, Lisanne. Et puis, bonne chance pour le prix Trillium. Je sais que vous allez avoir un lauréat. Ouais. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, Lisanne vous invite à voir l'événement avec l'auteur dont elle nous a parlé tantôt. Pour le 20 mai, allez sur l'événement Facebook La Croisée des mots pour prendre votre inscription. On prend une pause et vous, chers parents, juste après la pause, on va parler avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Roxane, apparemment, le mois de mai, c'est le mois de la communication, mais plus encore de l'audition. C'est ça, l'audition et de la parole. Exactement. Alors, Orthophonie Canada et Audiologie Canada lancent toujours leur campagne de sensibilisation au mois de mai. Et Premier mot, toujours fier de s'associer en partageant l'information et en propageant là, les idées principales. Alors, comme Orthophonie et Audiologie Canada, Premier mot est vraiment content là, de pouvoir là, décrire ou... voyons. J'ai de la misère aujourd'hui à moi-même communiquer. Expliquer, sensibiliser. C'est ça, la population du rôle important des orthophonistes, des aides à la communication, des audiologistes au niveau de l'intervention et de l'identification précoce, mais aussi le rôle qu'on joue pour aider la population en général, que ce soit des enfants, des adultes ou des adolescents, à mieux parler, à mieux entendre et à mieux vivre. Alors, il y a différentes activités. Aujourd'hui, je vais présenter certaines de leurs nouvelles productions, brochures et informations. Mais entre autres, il y a un concours pour les tout-petits. Il y a un concours de dessin pour les 3 à 5 ans. Puis pour les 6 à 11 ans, ils peuvent aller sur le site de Parole et Audition et accéder aux brochures, les télécharger, pouvoir les dessiner. Ils peuvent gagner là, un prix à la suite de ça. Alors, c'est quoi le rôle de Premier mot dedans? Tu as parlé de sensibilisation, tu as parlé d'enseignement et tout. C'est quoi les outils que vous partagez avec les gens qui vont vivre ce mois de la communication avec vous autres? Alors, ce qu'on fait, c'est on essaie de reprendre certains messages et les disséminer dans la communauté. Alors, avec notre compte Instagram, on partage certaines des informations. Avec notre site web aussi, vous allez retrouver plein de ressources qui sont à ce sujet-là. Et puis, ce que j'ai pensé de vous faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu là, des chiffres en rafale, des statistiques en premier lieu, puis peut-être 3 stratégies qui seraient plus appropriées pour l'ensemble de la communauté. Alors, si ça te va, on peut C'est ça, exactement. Parce qu'aujourd'hui, tu as voulu qu'on... Oui, on allait faire répondre aux questions par les statistiques. Et là, on plonge directement dans le thème de développement de la communication. Puis là, si je te dis tout de suite 20 %, qu'est-ce que tu me dis? Oui, 20 %. Alors, 20 des personnes, que ce soit des adultes ou des enfants qui ont eu une commotion cérébrale. Et là, tu vas me dire, pourquoi elle me parle de commotion cérébrale si tu es une orthophoniste? Mais 20 % des enfants... J'avais souligné ça en jaune, effectivement, parce que j'allais te poser une question là-dessus. Peuvent avoir des problèmes qui persistent après la communication et qui affectent la communication cognitive. Alors, suite à un trouble, suite à une commotion cérébrale, un enfant, comme un adulte, peut avoir de la difficulté à retenir l'information, à avoir des difficultés au niveau de l'attention, de la mémoire. Et ces difficultés-là ont un impact
direct sur la communication sociale, mais aussi toutes les activités qui sont reliées à la communication. Par exemple, un enfant qui doit suivre des consignes à l'école, mais qui, suite à la commotion cérébrale, a de la difficulté à retenir l'information, et ça va affecter sa compréhension verbale. Même chose pour l'organisation et la séquence. Des enfants peuvent avoir de la difficulté, par exemple, à se rappeler de séquences pour pouvoir suivre une procédure à l'école, donc faire une petite expérience de mathématiques ou de chimie, ou même se rappeler des séquences pour pouvoir redire ou réécrire une histoire qu'ils viennent d'entendre. Alors, c'est important de consulter une orthophoniste si un enfant présente des problèmes de commotion cérébrale. Puis, aussi, ce qui peut découler de ça, c'est qu'il peut y avoir des problèmes d'étourdissement et de vertige. Alors, les parents peuvent apporter leurs enfants chez l'audiologiste également pour pouvoir regarder s'il y a un traitement que l'audiologiste peut apporter. Et pour cette raison-là... J'ai cru entendre dans un... Non, oui, va pour la raison avant ma question, parce que c'est... Alors, oui, je dirais que pour les enfants de 0 à 1 an, je dirais, ou quelques mois, j'ai cru entendre dire que c'est vraiment très dangereux de jouer à des jeux avec eux, où est-ce que la tête est par le bas, où il faut les secouer très, très fort, parce que le cerveau, il est en train de se former. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, hormis la commotion cérébrale, oui. Est-ce que tu penses que ce genre d'acte-là peut aussi... jouer un rôle important dans la communication de l'enfant? Définitivement. Tout traumatisme cérébral va avoir un effet sur le cerveau. Alors, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation là, dans la communauté qui explique là, aux parents de faire attention. Et des fois, là, c'est pas parce qu'on est brutal, mais c'est peut-être des jeux où l'enfant n'est pas non plus très à l'aise au niveau de la marche là, et il peut tomber. Alors, des accidents, ça arrive partout. Ça arrive à la maison, dans le bain, on glisse ou à l'école, dans la cour d'école. Alors, les parents doivent se poser la question si l'enfant a eu un petit, même léger traumatisme à la tête, est-ce que ça a un impact sur sa vie? Puis, à ce moment-là, consulter le médecin. Et si les parents voient qu'il y a un impact sur sa communication verbale, ce serait de consulter en orthophonie. Donc, ça, alors, si on part maintenant pour le 10 %. Oui. Alors, 10 %, ça, c'est une statistique que j'ai déjà partagée. 10 % des enfants préscolaires, donc entre l'âge de 0 et 5 ans, sont à risque de développer un problème de parole ou de langage. Et la stratégie pour les parents, c'est d'être à l'affût des étapes de développement. Et à premier mot, nous, on a le bilan de dépistage, le bilan de la communication, que les parents peuvent utiliser dès que l'enfant a 6 mois et le réutiliser pour avoir des informations instantanées. Est-ce que mon enfant va bien ou a besoin d'être référé et où? Et est-ce que je peux commencer à référer? Alors ça, c'est le 10 %. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est ça. Alors, 10 % des enfants... Le 30 % alors? Oui. 30 %, c'est une question que j'ai souvent par rapport au bilinguisme. Alors, souvent, les parents me posent la question, comment est-ce que je m'assure que mon enfant puisse apprendre 1, 2, 3 ou 4 langues? Et quoique... On est encore en train de trouver ou d'étudier le phénomène. Il semble que 30 % du temps que l'enfant est exposé à la langue, c'est vraiment ce pourcentage-là qu'on devrait viser pour pouvoir acquérir une nouvelle langue. Alors, plus c'est élevé, si c'est plus élevé que 30 % d'exposition à une langue pendant la journée, mieux c'est pour l'enfant. Mais s'il y a plusieurs langues, il faut au moins que l'enfant soit exposé à chacune des langues à 30 % du temps pendant sa journée, pendant sa semaine, pendant le mois et l'année. C'est des petits génies qu'on est en train de créer. Oui, exactement. Là, on va partager des stratégies que tu as pour les parents pour stimuler la communication avec l'enfant. Et on va toujours continuer avec les chiffres. Et je vais te donner le chiffre 1. Alors, ce que je dis aux parents, on lit 1 livre par jour dès la naissance. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Mais si on commence à la naissance et qu'on lit un seul livre par jour, l'enfant aura lu
1825 livres dès l'âge de 5 ans. Ouais. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant va être aussi exposé à une panoplie de mots, de vocabulaire, d'expressions littérales. Ça va être un temps privilégié entre le parent et l'enfant, en plus d'être exposé à comment utiliser un livre, l'orientation, qu'est-ce que l'image veut dire, comment l'image se lie à l'écriture, quand on pointe aux mots dans le livre. Alors, c'est une activité fantastique pour développer les habiletés de communication, mais aussi les habiletés de prélittératie pour s'assurer que l'enfant soit bien préparé à la lecture et à l'écriture plus tard à l'école. Oui, tu nous as déjà parlé de l'importance de lire aux enfants, là, et puis là encore, tu viens de le prouver. Alors, numéro 2. 2. Alors, ce que je dis aux parents aussi, c'est essayer de trouver 2 mots rares, complexes ou inhabituels par semaine. On veut introduire des mots nouveaux à l'enfant à chaque semaine. Alors, si vous êtes en train de faire une activité tout routinière comme la cuisine et que vous devez fouetter votre soupe ou fouetter votre mousse, on peut sortir l'outil puis dire « Ah, ça, c'est le fouet. On va savourer notre crème plus tard, mais ça, c'est le fouet. » Et c'est pas un mot qu'on va reprendre facilement pendant la journée, pendant la semaine, mais je dois dire aux parents de ne pas oublier d'utiliser ces mots rares quand même et d'essayer de les reprendre plus tard pendant la semaine. Alors, on peut expliquer à grand-maman qu'on a pris le fouet pour préparer la crème fouettée. On peut prendre un livre où il y a des mots comme énorme, savouré, et c'est des mots qu'on a présentés plus tôt pendant la semaine. Alors, 2 mots rares par semaine. Est-ce qu'il y a des restrictions pour ces 2 mots rares là? Parce que tout de suite, quand tu as parlé de mots rares, c'est le mot catastrophique qui m'est venu en tête. Imagine un enfant d'1 an et 1 an et demi essayer de dire catastrophique. Oui, alors il y aurait peut-être de la difficulté à le dire au niveau du nombre de syllabes qu'il a, mais entre c'est pas bien ou c'est catastrophique, vraiment, c'est si on l'utilise souvent, si on fait un lien entre l'expérience et la réalité, et si on est patient, l'enfant peut apprendre n'importe quel mot. N'importe quel mot. Les enfants ont cette capacité-là incroyable, surtout à cause de leur cerveau en développement, de pouvoir apprendre n'importe quel mot. Alors, il faut rappeler aux parents, on n'a pas besoin de simplifier notre vocabulaire. On n'utilise pas de termes comme lala pour du lait. Et on essaie de vraiment essayer d'expliquer, répéter, puis encourager du vocabulaire varié. Alors, il va nous rester le numéro 3 que moi, je vais le dire. 3 répétitions pour le maximum de bombardement auditif. En 30 secondes, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui. Alors, les parents, quand ils rencontrent un mot qui est difficile ou qu'un son est difficile, ils peuvent répéter une fois. Si l'enfant dit ça au lieu de chat, on répète chat. On ajoute un mot ou 2, un beau chat, et on rajoute une idée nouvelle. Alors, 3 répétitions rapidement. Le chat grimpe l'arbre pour le maximum d'expérience et de bombardement auditif. À ce moment-là, l'enfant a un parent qui est attentif et qui est prêt à échanger avec lui. Merci beaucoup, Roxane, pour ces informations. Bonne journée, à la semaine prochaine. Oui, au revoir. Alors, pour vous à la maison, parents, besoin d'outils, www.premiermot.ca, ou si vous avez Instagram, ils ont plein d'outils disponibles sur leur Instagram Premier Mot. Là, maintenant, on parle musique avec Jean-Paul Moreau et tu nous envoies en Europe aujourd'hui. Effectivement, Claude Andrea, bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Oui, je plonge dans un monde qui est un peu moins connu. En réalité, je vais simplement situer contextuellement la chose. Au milieu des années 70 à peu près, donc 75-78 à peu près, eh bien, il y a en France, et particulièrement dans le sud de la France, il y a un renouveau de la musique de jazz. Avant, c'était assez bien concentré aux alentours de Paris et un peu dans le nord, mais surtout à Paris. Et à partir du milieu des années 70, eh bien, c'est le sud de la France et notamment Lyon qui devient un centre hyper actif au niveau de la musique de jazz. Et il y a évidemment un certain nombre d'individus qui se
sortent du lot, si je peux dire, et notamment un qui porte le nom de Louis Sclavis, S-C-L-A-V-I-S pour ceux et celles que ça intéresse. Il est né en 1953 et dès l'âge de 7 ans, il s'adonne au solfège. Il aime beaucoup la discipline de la musique, la rigueur musicale, et dès l'âge de 9 ans, eh bien, il commence à jouer de la clarinette. C'est pas un peu dire, c'est pas un instrument très facile à jouer, et donc il se lance dans le monde de la clarinette, mais ses parents ne veulent pas, évidemment c'est un enfant, il faut pas l'oublier, hein, et donc ses parents ne veulent quand même pas qu'il se lance à corps et âme là-dedans, alors ils lui font entendre toutes sortes de choses, du jazz, du classique, Bechet, Christian Michel, de Beethoven, enfin, du bal musette, enfin, toutes sortes de musique. Ça lui ouvre l'esprit et, malgré tout, il persiste et donc s'en va étudier de façon, comment dirais-je, très rigoureuse le solfège à Lyon, au Conservatoire de musique de Lyon, qui a très, très bonne réputation. Et peu à peu, ben, il prend en expérience, bien sûr, et son goût ne fait que se confirmer pour la musique de jazz, entre autres. Et donc, entre 18 et 22 ans à peu près, eh bien, il occupe différents emplois, mais différents emplois qui vont le mener directement à la musique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut dire depuis, je sais pas, au moins une bonne quarantaine, sinon une cinquantaine d'années, eh bien, il joue de la clarinette particulièrement. Il joue aussi du saxophone basse aussi. Ça, c'est assez particulier aussi à jouer. Et en fait, tout ce qui est instrument de souffle, c'est ça qui l'intéresse. Alors, quand tu parles de saxophone, est-ce que tu connais ça? Non, est-ce que... Non, je ne le connais pas. OK, je vais te laisser me le faire découvrir. Bon, c'est parfait. Alors donc, en plus de ses premiers pas, bien sûr, il se produit de façon professionnelle vers 1975 avec le Free Jazz Workshop. C'est dans le bout de Lyon, bien sûr, et il s'associe à l'Association de la recherche du folklore imaginaire qui a été créée en 1977 à Lyon. Et il se joint donc à cet organisme-là, qui est un organisme qui fait la promotion des jeunes dans la musique jazz et la recherche musicale pour le nouveau jazz. Et entre autres, il rencontre un des personnages importants, et ça, si on n'a pas entendu parler de Michel Portal, eh bien, on manque quelque chose dans l'histoire du jazz en France. C'est un élément clé, c'est un des personnages mythiques de la musique de jazz, et tout comme d'ailleurs Bernard Lubat aussi, et Henri Texier. Et ces trois personnages-là, il va les coudoyer, il va apprendre avec ces gens-là, et donc se développer au fur et à mesure, et avec les années, bien entendu. Il va d'ailleurs jouer maintes fois avec ces gens-là au cours de sa carrière. Et j'aimerais faire entendre un premier extrait de son album de 2017 qui est le plus récent. Et ça s'intitule Ceux qui s'est tiré de l'album Frontières sur les disques JMS. Je vais parler des étiquettes de jazz aussi à un moment tantôt, mais je vais faire entendre ce premier extrait, Ceux qui, c'est vraiment très particulier. Écoute. Jean-Paul, tu sais que si tu m'avais pas fait tout ce cours-là sur Monsieur Louis Sclavis, j'aurais pas compris ce que je suis en train d'écouter parce que j'entends de la musique orientale aussi dedans. Oui, absolument, tout à fait. Et c'est vraiment très particulier parce que il va à la fois plonger dans le monde de slave, il va plonger dans le monde oriental, donc notamment la Chine, le Japon, dans la musique de la Chine et du Japon, en plus, bien sûr, d'ajouter une touche, comment dirais-je, de jazz à travers tout ça. C'est vraiment, et c'est là où tu vois que c'est comment je dirais, un interprète, il a écrit
créateur vraiment, vraiment, comment je dirais, polyvalent, c'est qu'il est capable de plonger dans différents mondes et nous reproduire ces différents mondes-là de façon très, très, très particulière. Et je pense que justement, ses contacts avec Michel Portal, avec Bernard Lubat, puis avec certainement aussi François Raoulin et Christian Villé de son premier quatuor, et ainsi que Dominique Pifarelli, ces gens-là lui ont ouvert, autant ses parents l'ont ouvert à différents styles musicaux, autant ces gens-là l'ont ouvert vraiment à la création musicale avec ses influences ses influences internationales. Et la meilleure preuve que je peux te donner, d'ailleurs, en 88, il va remporter d'ailleurs le Django de Reinhardt, le prix international de jazz. C'est vraiment comment je dirais, une reconnaissance très, très, très forte, très importante dans sa carrière, de remporter le prix Django Reinhardt. Alors, on peut pas faire mieux que ça. C'est comme la disque ici, ou c'est comme, je sais pas moi, les Junos ou quelque chose de genre. C'est vraiment le top du top, cette affaire-là. Et il a remporté donc ce prix-là, et c'est avec des gens comme Pifarelli, entre autres, qui va continuer à travailler. Je vais continuer à te faire entendre un tout petit peu d'autres choses. Avant ça, simplement peut-être mentionner qu'il y a 4 étiquettes d'importance en France. Il y a la Label Bleu, il y a la fameuse étiquette JMS sur laquelle Frontières est enregistrée, et il y a aussi l'étiquette ECM qui est devenue, à travers la planète maintenant, l'étiquette de référence pour la musique de jazz. Il en fait partie, et il est certainement un des artisans très, comment je dirais, reconnus par les amateurs de jazz, si on peut dire. Je vais t'amener dans un autre genre, toujours tiré de l'album Frontières, pour te montrer un peu sa diversité, avec la pièce Glisser. On va écouter ça. J'entends du jazz, Jean-Paul. Il va nous rester 4 minutes. Parfait, pas de problème. On va s'organiser avec ces 4 minutes-là. Alors, comme autre point de repère, en 93, il remporte le Django d'or, c'est-à-dire donc le meilleur disque de jazz français de l'année. Ça, c'est en 93. Son premier enregistrement remonte à 1979 avec la Marmite infernale. Et puis, je passe assez rapidement pour te donner le dernier album, à part Frontières, bien entendu. Alors, il y a La Consolation de Magali Richard Semarano, qui est une des œuvres qu'il fait pour la télévision également, et au niveau audio, Inputs sur Crystal Records avec Bernard Lubat. Donc, ça, c'était en 2018. C'est vraiment, vraiment un artiste qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître absolument. Et on va aller tout de suite avec un autre extrait, encore un autre genre, tout à fait, valse d'eau. Jean-Paul, il fait des mélanges extraordinaires, ton monsieur, là. C'est bon, il fait des mélanges vraiment extraordinaires. Sur cet album-là, dire qu'avec qui il joue. On en a déjà parlé de l'accordéoniste Vincent Perani dans cette émission. Il est avec lui. Vincent Courtois est aussi à l'accordéon. Dominique Pifarelli, dont je parlais un peu plus tôt. Bruno Quévillon. Christophe Lavergne. Gilles Coronado, et Maxime Delpierre. Et Kevin Cherimani et Benjamin Mousset sont sur cet album Frontières. C'est vraiment un très, 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 très bon album. Et justement, parlant justement de la multidisciplinarité de Louis Clavis, on va aller écouter
le Voci Dentro. C'est sur l'album Atalante. C'est une compilation. Ce que je veux signaler par là, c'est que justement, le jazz français de Lyon commence à s'associer à des compositeurs italiens, le pays tout juste à côté. Je suis prise dans mes pensées, là. C'est vraiment très, très beau. Là. Bon, hein? Jean-Paul, il va nous rester une minute. Je vais terminer avec Benjamin Mousset. Benjamin Mousset, c'est un des jeunes, justement. C'est la prochaine génération, si je peux m'exprimer comme ça, de jazzmen français. Et il a, comme on l'a vu, il est sur l'album Frontières avec Sclavis. Eh bien, Mousset va sortir un nouvel album le 29 mai qui s'intitule Le Promontoire. Et j'ai un premier extrait à vous faire entendre qui s'appelle Villefranche. C'est aussi vraiment encore un style complètement différent, mais qui va nous amener dans le jazz français, qui va nous amener un pas plus loin. Sur ce, bonne journée, Jean-Paul, merci. Merci, à la prochaine. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce que Jean-Paul a fait aujourd'hui comme chronique. Donc, si vous voulez avoir accès à cet artiste-là, juste suivez, revoyez l'émission. Comme ça, vous allez avoir accès aux artistes. On va prendre une pause et juste après, j'ai des informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Karine Aristide, l'instigatrice du mouvement et des plateformes numériques Elle a osé. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Information que je voulais partager avec vous, c'est concernant les femmes entrepreneurs. Si vous pensez à entreprendre ou même si vous êtes déjà en entreprise et que vous avez besoin d'un soutien, www.paro.ca, cet organisme-là se fera un plaisir de vous aider. Deuxième information que je partage avec vous, c'est concernant le programme Pas bien chez soi à Ottawa. C'est un programme pour des femmes qui ont besoin d'un soutien particulier, des femmes qui subissent des violences sexuelles, qui subissent des violences physiques et qui sont confinées à la maison avec leur bourreau. Vous êtes invité à visiter le www.EORC-CREO.ca pour avoir directement la ligne du Pas bien Ottawa et vous pourrez clavarder ou même texter avec des personnes, des conseillers experts qui vous aideront. Troisième information, c'est concernant l'invitation que Lisa nous a faite aujourd'hui. Ils ont un de leurs auteurs qui sera à la croisée des mots le 20 mai. Pour prendre vos inscriptions, allez sur le www.interligne.ca. Roxane Bélanger, notre orthophoniste de premier
Premier Mot nous disait que ce mois de mai est un mois de la communication et de l'audition. Et il y a plein d'outils qui vous sont offerts au www.premiermot.ca. Et si vous avez Instagram, vous pouvez aussi visiter le Instagram de Premier Mot. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Vous regardez